une couronne datant de 1650, une femme de ménage en 2024 et une promesse qui a traversé 373 ans et 2 morts. Voici l'histoire de l'impossible, advenue un mardi pluvieux d'octobre. Lorsque Richard Leclerc, milliardaire au cœur de pierre, posa la couronne antique de 1650 sur la tête d'Isabelle Dubois, la femme de ménage qui nettoyait son bureau, le temps s'arrêta. Elle tomba à genoux, en larmes, sans comprendre pourquoi. Il vit 373 ans en 3 secondes. Et la couronne, qui était froide depuis des siècles, dans les mains de dizaines de collectionneurs, pour la première fois en près de 4 siècles, se réchauffa, comme si elle reconnaissait sa véritable propriétaire. Mais pour comprendre comment nous sommes arrivés à cet instant improbable, il nous faut remonter 48 heures arrière, à ce mardi pluvieux, au moment où 2 âmes, qui s'étaient perdues en 1650, étaient sur le point de se retrouver. Richard Leclerc avait 38 ans, entrepreneur, collectionneur d'antiquités, propriétaire d'un hôtel particulier de 2000 mètres carrés dans le quartier le plus huppé de la ville, célibataire, sans enfants, sans véritables attaches. Les gens disaient qu'il n'avait pas de cœur, qu'il était froid, calculateur, qu'il n'aimait que les objets anciens, parce qu'il était incapable d'aimer les gens. Et peut-être avait-il raison. Richard passait plus de temps dans les ventes aux enchères d'antiquités que dans toute relation. Son hôtel particulier était un véritable musée privé. Épées du XVe siècle, tableaux du XVIIe siècle, meubles du XVIIIe siècle. Chaque objet avait une histoire. Chaque objet était parfait dans son ancienneté, moins lui. À 38 ans, Richard sentait que quelque chose clochait, un vide, comme s'il attendait quelque chose qui n'arrivait jamais, comme s'il cherchait quelqu'un qui n'existait pas. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie est une éternelle salle d'attente, que vous guettez quelque chose dont vous ignorez même la nature, vous comprendrez ce que Richard ressentait, et vous comprendrez pourquoi ce qui arriva ensuite ne fut pas une coïncidence. Ce mardi 16 octobre 2024, Richard reçut un appel de Mathieu, son ami antiquaire, un homme qui connaissait tout sur les objets anciens et qui était presque en train de hurler au téléphone. Mathieu avait trouvé quelque chose de rare, une couronne datant de 1650, Espagne coloniale, or massif incrusté de rubis, ayant appartenu à la reine Isabelle de Castille, authentifiée, documentée, unique au monde. Richard sentit quelque chose d'étrange lorsqu'il entendit ce nom, Isabelle. Pourquoi ce nom résonnait-il en lui, comme s'il était important, comme s'il était familier? Il acheta la couronne sans marchander le prix, paya 2 millions d'euros sans sourciller. Mathieu fut impressionné. Richard négociait toujours tout, mais cette fois, c'était comme s'il avait besoin de cette couronne, comme si sa vie en dépendait. Lorsque la couronne arriva dans son hôtel particulier, dans un coffre-fort blindé, Richard la prit dans ses mains. Elle était froide, lourde, ancienne. Mais il y avait quelque chose de plus, une sensation étrange, comme si la couronne attendait. Attendant quoi? Enfin, il ne le savait pas encore. À ce moment précis, à l'autre bout de la ville, Isabelle Dubois était assise sur le sol de son studio minuscule de 30 mètres carrés. Studio est un bien grand mot. C'était une chambre avec salle de bain. Elle, son matelas à même le sol, et sa fille de 4 ans, Sophie, dormant à ses côtés. Isabelle avait 29 ans, mère célibataire. Le père de Sophie avait disparu. Lorsqu'il avait découvert la grossesse, elle avait cumulé 7 emplois, ces 4 dernières années, pour subvenir aux besoins de sa fille. Serveuse, caissière de supermarché, femme de ménage, babysitter, n'importe quoi qui paie. Mais la semaine dernière, sa dernière patronne, une femme riche et cruelle, avait refusé de lui verser ses 3 mois de salaire impayés. Isabelle avait 47 euros sur son compte, loyer impayé, frigo vide, et une fille qui lui demandait pourquoi elle ne mangeait que du riz depuis 5 jours. Elle pleurait en silence, cette nuit-là, pas par auto-apitoiement, mais par lassitude, par épuisement à se battre seule, à porter un poids invisible dont elle ne comprenait pas la provenance. Parfois, Isabelle faisait des rêves étranges.
Elle rêvait qu'elle portait des robes lourdes et coûteuses, qu'elle vivait dans un palais, que des gens se prosternaient devant elle, et qu'il y avait un homme en armure, qui la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Elle se réveillait de ses rêves, les larmes aux yeux, et avec une sensation horrible, comme si elle avait perdu quelque chose d'important, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Cette même nuit, Isabelle vit une annonce sur un forum d'emploi, poste de femme de ménage, dans un hôtel particulier, nettoyage général, bon salaire, débutait dès le lendemain. L'adresse était dans le quartier le plus riche de la ville. Elle postula sans trop réfléchir. Elle avait besoin d'argent. Elle devait nourrir Sophie. Elle ne pouvait pas se permettre d'être sélective. Le lendemain, mercredi 17 octobre, Isabelle se réveilla à 5 heures du matin, enfila son unique uniforme de femme de ménage, encore présentable, bleu marine avec un tablier blanc, laissa Sophie à sa voisine, qui la gardait pour quelques euros, et prit 2 buts pour se rendre à l'adresse. Lorsqu'elle vit l'hôtel particulier, elle faillit renoncer. Il était gigantesque, imposant, avec des grilles en fer forgé, des jardins immenses. C'était un autre monde, un monde auquel elle n'appartenait clairement pas. Mais elle avait besoin de ce travail. Alors, elle sonna. Celui qui ouvrit la porte était un homme grand, costume noir impeccable, cheveux foncés coiffés en arrière, yeux marrons profonds, expression froide, calculatrice, comme s'il évaluait si elle était à la hauteur ou non. Richard Leclerc. Et lorsque leurs regards se croisèrent pour la première fois, quelque chose d'impossible se produisit. Isabelle eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Plus d'air, plus de sol sous ses pieds, comme si elle connaissait cet homme, comme si elle avait déjà vu ce visage. Mais où? Conséquente, Richard eut la même sensation, mais en pire, parce que pendant une fraction de seconde, il ne vit pas Isabelle en uniforme de femme de ménage. Il vit une femme avec une robe écarlate, avec une couronne dorée, le regardant, les larmes aux yeux. Il cligna des yeux. La vision disparut, mais la sensation resta. « Relevez-vous » furent les premiers mots qu'il prononça, non pas comme une salutation, mais comme un ordre, ou plutôt comme une supplication déguisée en ordre. Isabelle était debout, mais lorsqu'il dit cela, elle eut envie de tomber à genoux, et elle eut envie de pleurer, sans savoir pourquoi. « Pourquoi ai-je pleuré quand vous avez dit ça ?» demanda-t-elle sans réfléchir, sans filtre. Les mots sortirent tout seuls. Richard resta immobile, parce qu'il ne connaissait pas la réponse, et en même temps, il la connaissait. Quelque part au fond de lui, il la connaissait. « Entrez » fut tout ce qu'il parvint à dire. Isabelle entra dans l'hôtel particulier et eut la sensation la plus étrange de sa vie. Elle n'y avait jamais mis les pieds, n'avait jamais vu cet endroit. Mais en même temps, elle sentait qu'elle connaissait chaque couloir, chaque porte, comme si elle y avait déjà vécu, dans une autre vie, dans un autre temps. Richard expliqua le travail. Nettoyage général de l'hôtel particulier, 3 fois par semaine, paiement anticipé hebdomadaire. Elle accepta. Elle avait besoin de l'argent. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui l'attirait pour rester, pour être près de cet homme, même s'il était froid, même s'il la regardait à peine. Pendant les 2 premières heures, Isabelle nettoya en silence. Richard travaillait dans son bureau, mais il n'arrivait pas à se concentrer, parce qu'à chaque fois qu'il entendait ses pas dans le couloir, son cœur s'accélérait. À chaque fois qu'elle passait devant la porte, il avait envie de l'appeler, de lui demander « Est-ce que je te connais ?» Mais il ne demandait pas, parce que la réponse était impossible. C'est quand Isabelle entra dans son bureau pour nettoyer, que tout commença à changer. Elle vit la couronne. Elle était sous une cloche de verre, sur une table d'appoint, dorée, brillante, ancienne, avec des rubis rouges incrustés. Isabelle se figea, arrêta de respirer, parce qu'elle connaissait cette couronne. Elle en était sûre. Elle avait déjà porté cette couronne. Mais comment? Quand? Elle n'avait jamais vu cet objet de sa vie. Alors pourquoi ses mains tremblaient-elles? Pourquoi ses larmes coulaient-elles sans contrôle?
Richard s'en aperçut, se leva de sa chaise, marcha vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a » Isabelle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que regarder la couronne, comme si elle voyait un fantôme. Richard eut une impulsion inexplicable, irrationnelle, insensée. Il ouvrit la cloche, prit la couronne et marcha vers Isabelle. « Puis-je » Elle ne comprit pas ce qu'il demandait, jusqu'à ce qu'il lève la couronne, et doucement, avec des mains tremblantes, la pose sur sa tête, et le monde explosa. Isabelle tomba à genoux, pas de faiblesse, mais de choc, parce que quand la couronne toucha sa tête, elle vit, pendant une fraction de seconde, elle vit un palais, vit des soldats, vit du feu, vit du sang, et vit cet homme, Richard. Mais ce n'était pas Richard, c'était un soldat, un capitaine, mourant, dans ses bras, tandis qu'elle criait en tenant cette même couronne. Richard vit aussi, pas aussi clairement, pas aussi complètement, mais il vit une femme pleurant, un palais en flammes et une promesse. « Je te retrouverai à chaque vie. » Il recula, effrayé. La couronne tomba de la tête d'Isabelle et roula sur le sol. Ils étaient pas tous les deux haletants, en état de choc, se regardant comme s'ils avaient vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu as vu » demanda Richard d'une voix rauque. « Un palais et du sang. Et toi, mourant » répondit Isabelle entre deux sanglots. « Moi aussi. » Silence, un silence lourd, impossible, surnaturel. Que se passait-il? Comment deux personnes qui s'étaient rencontrées il y a 2 heures pouvaient-elles avoir la même vision, la même mémoire, de quelque chose qui s'était passé il y a 373 ans? Richard aida Isabelle à se relever. Leurs mains se touchèrent, et une autre vague de reconnaissance les frappa, plus douce, mais également puissante. « Désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, » dit-il. Mais c'était un mensonge. Il savait. Il avait besoin de poser cette couronne sur elle, comme si c'était le destin. « Ce n'est rien, » répondit Isabelle. Mais tout n'allait pas bien. Rien n'allait bien. Parce que comment expliquer à quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis des siècles, une personne que vous avez rencontrée il y a 2 heures? Elle termina le nettoyage en silence. Richard n'arrivait pas à travailler. Il resta à regarder par la fenêtre, pensant, traitant, niant. Quand Isabelle partit, Richard ramassa la couronne sur le sol. Elle était chaude, pour la première fois en 373 ans. La couronne d'or était chaude, comme si elle avait été activée, comme si elle avait trouvé sa véritable propriétaire. Cette nuit-là, ils firent tous les deux le même rêve. Un palais en 1650, Espagne coloniale, une reine appelée Isabelle de Castille, et son capitaine de la garde, Diego Mendoza, promis en mariage arrangé qui se transforma en amour véritable. Une invasion, une trahison, des soldats ennemis. Diego luttant pour protéger Isabelle, une épée traversant sa poitrine. Isabelle tombant à genoux à côté de lui, il mourant dans ses bras, elle tenant la couronne tachée de sang, et une promesse, chuchotée. « Je te retrouverai à chaque vie, à ma reine, et je t'attendrai, mon chevalier, même si cela prend 1000 ans. » 3 jours plus tard, Diego mourut. Isabelle pleura pendant 3 jours sans s'arrêter. Et le 3e jour, son cœur s'arrêta simplement. Cause officielle, cœur brisé, cause réelle, elle ne pouvait pas vivre sans lui. Ils se réveillèrent tous les deux au même instant. 3h47 du matin, haletant, pleurant, sachant. Mais sachant quoi? Que la réincarnation existe, que les âmes sœurs sont réelles, que les promesses peuvent traverser les siècles et les morts. La logique disait que non, que ce n'était qu'un rêve, une coïncidence, une hallucination collective. Mais le cœur disait autre chose. Le lendemain matin, vendredi, Isabelle retourna travailler. Elle faillit ne pas y aller. Elle avait peur, peur de ce qu'elle ressentait, peur de l'impossible. Mais elle avait besoin d'argent. Et si elle était honnête avec elle-même, elle voulait revoir Richard. Elle avait besoin de le revoir. Quand elle arriva, Richard l'attendait à la porte, comme s'il savait qu'elle viendrait exactement à cette heure. « Il faut qu'on parle, » dit-il.
Et pour la première fois, sa voix n'était pas froide. Elle était vulnérable. Il s'assira dans le salon, face à face. Deux étrangers, ou peut-être pas. « Tu as rêvé ?» demanda Richard. « Oui, d'un palais, de 1650, de « nous », confirma Isabelle. « Moi aussi. » Silence à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas inconfortable. C'était du traitement. Acceptation petit à petit. « Je ne crois pas à la réincarnation, » dit Richard. Mais cela sonnait comme un mensonge, même pour lui-même. « Moi non plus, ou je ne croyais pas, » répondit Isabelle. « Alors comment tu expliques ? Comment tu expliques que j'ai senti que je te connaissais depuis la seconde où je t'ai vu ? Comment tu expliques que quand tu as dit « relevez-vous », j'ai eu envie de pleurer ? Comment tu expliques que j'ai reconnu cette couronne ? » Elle avait raison. Il n'y avait pas d'explication logique. Richard eut une idée. Il alla dans le bureau et revint avec un gros livre. Histoire de l'Espagne coloniale 1600 à 1700. Il l'ouvrit à la page 247. Et là, c'était un paragraphe sur la reine Isabelle de Castille, morte en 1650. 3 jours après la mort de son capitaine promis, Diego Mendoza. Cause officielle. Cœur brisé. Elle fut trouvée tenant sa couronne royale tachée de son sang. Isabelle lut et commença à trembler, parce que c'était exactement ce qu'elle avait rêvé, mot pour mot. Richard continua à lire. Il existe une légende locale selon laquelle, avant de mourir, Isabelle jura qu'elle retrouverait Diego dans une autre vie, que son âme le chercherait à travers les siècles, que même la mort ne les séparerait pas. Il ferma le livre, regarda Isabelle, et pour la première fois en 38 ans, Richard Mendoza eut les larmes aux yeux. Et si c'était vrai, et si nous étions eux, Isabelle pleurait aussi, parce que la question n'était pas si, c'était de l'acceptation. Ils passèrent les heures suivantes à parler, à comparer les détails des rêves. Tout correspondait. Nom, date, lieu, sa vêtement, la couronne, la promesse. C'est alors qu'Isabelle, sans réfléchir, leva la main et toucha l'épaule droite de Richard. Exactement là où, dans le rêve, Diego avait reçu un coup de couteau avant l'épée finale. « Tu as une cicatrice ici, » dit-elle, pas comme une question, comme une affirmation. Richard se figea, parce qu'il en avait une cicatrice de naissance sur l'épaule droite, en forme de demi-lune, dont il n'a jamais su l'origine. Il ouvrit sa chemise, et elle était là, exactement où Isabelle avait touché, exactement comme elle l'avait décrite. Comment saviez-vous ? Parce que je l'ai bandée, en 1650, après que vous ayez reçu le coup de poignard, avant le coup d'épée final. J'ai essayé de vous sauver, mais je n'ai pas réussi. Isabelle le dit en pleurant, des larmes coulant sur ses joues. Et à cet instant, Richard sut, il n'y avait plus de doute, plus de déni possible. Ils étaient Diego et Isabelle, capitaine et reine, séparés par 373 ans, réunis un mardi pluvieux d'octobre 2024, dans un hôtel particulier, avec une femme de ménage, et une couronne qui attendait depuis des siècles de retrouver sa propriétaire, sa vraie propriétaire. Richard prit le visage d'Isabelle entre ses mains tremblant légèrement. « Je t'ai cherché, dans chaque vie. J'ai toujours su qu'il me manquait quelqu'un, mais je n'ai jamais su qui, jusqu'à te voir. » Il la regarda, les yeux emplis d'une profonde tristesse. Isabelle posa sa main sur la sienne, un geste tendre, presque fragile, et je t'ai attendu, 373 ans, sans savoir que j'attendais. Mais mon âme le savait. Sa voix était douce, presque un murmure. Mais alors, la réalité revint, comme une douche froide, impitoyable, parce qu'accepter qu'ils aient été Diego et Isabelle en 1650 était une chose. Accepter ce qu'il fallait faire de cette information en 2024 en était une autre complètement différente. Une autre. Richard était un milliardaire, collectionneur, homme d'affaires, un homme qui vivait dans un monde de luxe et d'antiquité, un monde loin, trop loin du sien. Isabelle était une femme de ménage, mère célibataire, une femme qui avait du mal à payer son loyer, qui dormait par terre avec sa fille, qui dînait du riz depuis 5 jours,
Une vie simple, sans fioritures. Des mondes différents. Des vies différentes. Et même si leurs âmes étaient les mêmes que 373 ans auparavant, leur corps, leur vie, leur réalité actuelle étaient incompatibles. Richard y pensa et eut peur. Peur que l'impossible qu'il venait de découvrir soit détruit par la réalité brutale de la différence de classe, de leur vie. Isabelle pensa aussi, et eut encore plus peur, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de croire aux contes de fées. Elle avait une fille à nourrir, des factures à payer. Elle avait besoin de ce travail, et s'impliquer émotionnellement avec son patron, milliardaire ou non, âme sœur ou non, était la recette parfaite pour le désastre. Alors, même avec son cœur criant le contraire, Isabelle s'éloigna. Elle recula d'un pas, puis d'un autre. « Je dois y aller. Sophie est chez la voisine. Je reviens lundi pour travailler. Si vous le voulez toujours. » Sa voix était hésitante, pleine d'incertitude. Richard voulait crier. Il voulait dire « Non, reste ». Il voulait dire « Nous venons de découvrir que nous sommes des âmes sœurs de 373 ans, et tu vas simplement partir ?» Mais il ne dit rien de tout cela, parce qu'il avait peur lui aussi. Peur de tout gâcher. Bien sûr, lundi, ce fut tout ce qu'il réussit à dire. Un simple mot, presque inaudible. Isabelle sortit. Richard resta seul dans l'hôtel particulier géant, regardant la couronne, qui était maintenant froide de nouveau. Il prit la couronne, la tint pendant 10 minutes. Rien. Froide, comme elle l'avait toujours été pendant 373 ans. Une éternité. C'est alors qu'il comprit. La couronne ne chauffait que près d'Isabelle. Elle ne reconnaissait qu'elle, parce qu'elle était la vraie reine, la propriétaire légitime, et la couronne le savait. Son énergie le ressentait. Pendant ce week-end, Richard ne réussit à rien faire. Il ne réussit pas à travailler. Il ne réussit pas à dormir. Il ne réussit pas à arrêter de penser à elle. Elle. Il essaya de rationaliser. Peut-être était-ce seulement de l'attirance. Peut-être les rêves étaient-ils une coïncidence. Peut-être que la couronne chauffant était une réaction chimique à son toucher, une explication scientifique, logique. Mais alors, il se souvenait de la cicatrice, de comment elle savait exactement où elle était, de comment elle savait que c'était à cause d'un coup de poignard, de détails qu'il était impossible de connaître. Et la rationalisation s'effondrait, tel un château de cartes. Isabelle n'arrivait pas non plus à arrêter de penser. Elle raconta tout à sa fille Sophie. Évidemment, une enfant de 4 ans ne comprenait rien à la réincarnation. Mais elle comprit une chose, l'essentiel. « Maman, tu pleures parce que tu es heureuse ou triste ?» Ses grands yeux fixaient sa mère, heureuse et triste en même temps. « Ma fille, pourquoi ? Parce que parfois, on trouve quelque chose qu'on a cherché toute sa vie, mais on ne peut pas l'avoir. Pourquoi on ne peut pas ? Parce que la vie est compliquée. Sophie. Mais Sophie, avec la sagesse d'une enfant de 4 ans, dit quelque chose qui changea tout. Tout. Si tu as cherché toute ta vie, alors il faut l'avoir, dit maman. Sinon, pourquoi chercher ? Isabelle pleura, parce que sa fille de 4 ans avait plus de sagesse qu'elle, beaucoup plus. Lundi arriva, le 22 octobre. Isabelle se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle s'arrangea avec plus de soin que d'habitude, parce que, même en le niant, elle voulait le voir, vouloir. Quand elle arriva à l'hôtel particulier, Richard ouvrit la porte avant même qu'elle ne sonne, comme s'il attendait, et il attendait, avec impatience. Ils se regardèrent, et tout ce qu'ils avaient essayé de nier pendant le week-end s'effondra en 3 secondes. 3 secondes. J'ai essayé de ne pas penser à vous, Richard confessa, le cœur battant la chamade. Moi aussi, je n'y suis pas arrivé. Isabelle répondit, les yeux brillants de larmes. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, mais fuir ne fonctionne pas. Ils passèrent à cette matinée ensemble, non pas comme patron et femme de ménage, mais comme Diego et Isabelle, conversant, découvrant des détails que seuls eux savaient, retrouvant leur passé. Isabelle décrivit le palais de 1650 en détail. Combien de pièces il y avait,
Où se trouvait le salon principal? La couleur des rideaux? Tout. Absolument tout. Richard fit des recherches plus tard. Et tout concordait. Les descriptions historiques du palais de Couronne en 1650 étaient exactement comme Isabelle les avait décrites, jusqu'à des détails que seul quelqu'un qui avait vécu là-bas saurait. Comment savait-elle? Elle n'avait jamais étudié l'histoire, n'était jamais allée en Espagne, n'avait jamais vu de photos de ce palais spécifique. Jamais. La seule explication était impossible. Et en même temps, la seule explication qui avait du sens. Elle avait vraiment été la reine Isabelle de Couronne. C'est alors que Richard décida de faire un test définitif, irréfutable. Il appela Mathieu, l'antiquaire, lui demanda de venir d'urgence, sans expliquer pourquoi. Quand Mathieu arriva, Richard était avec Isabelle dans le salon, la couronne sur la table entre eux. Mathieu, vous avez dit que la couronne était froide depuis 1650, qu'elle était passée entre les mains de dizaines de collectionneurs. Tous ont rapporté la même chose. Froide, lourde, mais froide. Oui, c'est une caractéristique étrange, comme si l'or avait perdu sa capacité à conduire la chaleur. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Richard prit la couronne. La tint pendant 2 minutes. Mathieu la toucha. Froide. Maintenant, Isabelle. Richard passa la couronne à Isabelle. Elle la tint. Et en 15 secondes, la couronne commença à chauffer, pas subtilement, visiblement, au point de briller avec une légère teinte dorée plus intense. Une lumière. Mathieu devint pâle. Il toucha la couronne de nouveau. Chaude. Impossible. Comment? Comment est-ce possible? Richard regarda Isabelle, puis Mathieu. Parce qu'elle est la propriétaire légitime, la reine Isabelle de Couronne, réincarnée. Mathieu rit. Il crut que c'était une blague, jusqu'à voir l'expression sérieuse des deux. Vous êtes sérieux? Complètement. Richard raconta tout. Les rêves, les visions, la cicatrice, les détails du palais, la promesse, tout. Mathieu écouta en silence. Et à la fin, comme bon scientifique des antiquités qu'il était, dit quelque chose de surprenant, étonnant. J'ai passé 30 ans à étudier des objets anciens. Et il y a une chose que j'ai apprise. Certains objets ont une mémoire, pas au sens scientifique, mais au sens énergétique. Ils portent l'essence de ceux qui les ont possédés. Et parfois, très rarement, ils reconnaissent cette essence. De retour, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu des histoires. Et maintenant, je suis en train de le voir. Il regarda Isabelle avec respect, presque de la révérence. Si c'est vrai, si vous êtes vraiment la réincarnation de la reine Isabelle, alors cette couronne est à vous, pas à Richard, à vous. Richard acquiesça immédiatement. Je sais, mais Isabelle recula. Je ne peux pas accepter ça. Elle vaut 2 millions de dollars. Je suis une femme de ménage. Je ne sais. Vous êtes une reine. Richard interrompit. Avec fermeté, avec certitude. Vous avez été une reine. Vous êtes une reine. Et cette couronne est à vous de droit, d'il y a 373 ans. Et je vais vous la rendre. Mathieu partit peu après. Mais avant de partir, il dit quelque chose qui changea tout. Richard, il y a un musée national de l'histoire de l'Espagne coloniale ici en ville. Ils ont une aile entière dédiée aux années 1600, incluant des portraits de la cour de Castille. Si vous voulez être absolument sûr, allez-y. Cherchez des portraits de 1649 ou 1650. Et voyez-ci, il n'eut pas besoin de terminer. Tout le monde comprit. S'il trouvait un portrait de la reine Isabelle et du capitaine Diego qui était identique à eux, il n'y aurait plus de doute. Ce serait une preuve visuelle, documentaire, historique. Qu'est-ce que tu en penses? Richard demanda à Isabelle. J'ai peur. Et si c'était vrai? Alors nous le saurons. Et si ce n'est pas le cas, alors nous saurons que nous sommes fous. Ils rirent, mais c'était un rire nerveux, parce que les deux savaient, ils le savaient déjà, mais ils avaient besoin de la preuve finale. Le mardi 23 octobre,
Richard et Isabelle allèrent au musée national. Elle emmena Sophie avec elle. Elle n'avait personne à qui la laisser. Et d'une certaine manière, c'était approprié. Parce que si Isabelle était vraiment reine en 1650, et si elle était morte enceinte comme le rêve l'avait montré, alors peut-être que Sophie était... Non, c'était trop fou, même pour tout ce qui s'était déjà passé. Ou pas. Le musée était immense. L'aile des années 1600 était au 3e étage. Des dizaines de peintures, des portraits de nobles, de rois, de reines, de capitaines, tous morts depuis des siècles, tous immortalisés en huile sur toile. Isabelle marchait lentement, regardant chaque tableau, ressentant quelque chose d'étrange, comme si elle revenait à la maison après 373 ans. Et alors, elle vit, salle 17, mur du fond, un portrait grand, presque 2 mètres de haut. Le titre sur la plaque dorée disait « Reine Isabelle de Castille et capitaine Diego Mendoza, 1649, huile sur toile, auteur inconnu. » Et l'image. Isabelle lâcha la main de Sophie, arrêta de respirer, parce que la femme sur le portrait avait son visage, exactement son visage, mêmes yeux, même nez, même bouche, portant une robe écarlate royale brodée de fils d'or, et sur la tête, la couronne, la même couronne qui était dans l'hôtel particulier de Richard, et à côté d'elle, un homme en armure argentée, avec une épée à la ceinture, et le visage, c'était Richard, exactement Richard, mêmes yeux marrons profonds, même mâchoire forte, même expression sérieuse, mais avec une touche de tendresse en regardant la reine, et sur l'épaule droite de l'armure, une marque, une déchirure dans le métal, exactement là où Richard avait la cicatrice. Richard arriva à côté d'elle et vit, et ses jambes flanchèrent. « C'est nous », Isabelle murmura. « C'est nous ». Richard confirma. Ils restèrent là, immobiles, se regardant eux-mêmes. 373 ans plus jeunes, dans une autre vie, dans un autre temps, mais indéniablement eux. Sophie, la fille de 4 ans, regarda le tableau, puis sa mère, puis Richard, et dit avec la simplicité brutale d'un enfant, « C'est toi, maman, et c'est lui. Vous êtes princesse et prince. » Et c'est alors qu'Isabelle tomba à genoux. Pas de choc, mais d'acceptation, finale, complète, irréversible. Ce n'était pas de la folie. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de l'imagination. C'était réel. La réincarnation était réelle. Les âmes sœurs étaient réelles, et ils en étaient la preuve vivante. Richard s'agenouilla à côté d'elle, lui prit la main, et là, devant le portrait d'eux-mêmes d'il y a 373 ans, dans un musée rempli d'étrangers, il dit ce qu'il aurait dû dire il y a des jours. « Je t'aime. Je t'ai aimé en 1650. Je t'ai aimé dans chaque vie entre là et ici. Et je t'aime maintenant. Et peu importe que tu sois femme de ménage et que je sois milliardaire. Peu importe ce que les gens vont dire. Parce que mon âme connaît la tienne, et je ne vais pas te perdre de nouveau. » Isabelle pleurait, mais cette fois, de bonheur, de soulagement, de pouvoir enfin arrêter de lutter contre l'impossible. Et je t'aime. Je t'ai aimé quand tu étais mon capitaine. Je t'ai aimé quand tu es mort dans mes bras. Et je t'ai aimé dans chaque vie où je t'ai cherché sans le savoir. Et maintenant que je t'ai trouvé, je ne vais pas te laisser partir. Ils s'embrassèrent, là, dans le musée, devant leur portrait, 373 ans après la promesse. Et si vous vous demandez si c'est possible, si les âmes sœurs existent vraiment, si la réincarnation est réelle, regardez Richard et Isabelle et demandez-vous, que feriez-vous si vous rencontriez quelqu'un que votre âme reconnaît instantanément? Auriez-vous le courage de croire à l'impossible? Mais l'histoire ne se termine pas au musée. Parce qu'accepter que vous étiez quelqu'un en 1650 est une chose. Revivre complètement cette vie en est une autre. Et c'était exactement ce qui allait arriver, cette nuit-là. Richard eut une idée.
une idée qui était à la fois belle et dangereuse. Il voulait qu'Isabelle porte la couronne de nouveau. Mais cette fois, pas pour quelques secondes. Cette fois, pour suffisamment longtemps pour tout voir, pour se souvenir de tout, pour enfin comprendre complètement qui ils étaient. Isabelle avait peur, parce que la première fois, la vision avait duré 3 secondes et l'avait presque détruite émotionnellement. Que se passerait-il si cela durait des minutes? Pourrait-elle revenir? Pourrait-elle séparer Isabelle de 2024 d'Isabelle de 1650? Mais elle avait besoin de savoir. Elle avait besoin de comprendre. Elle avait besoin de voir la vie qu'elle avait vécue il y a 373 ans. Alors elle accepta. Richard prépara tout. L'hôtel particulier en silence. Sophie dormant dans l'une des chambres d'hôtes. La couronne dans le salon principal. 2 chaises face à face. Ils s'assirent, main dans la main, respirant profondément. « Tu es prête ?» Richard demanda. « Non, mais on va le faire quand même. » Isabelle répondit. Richard prit la couronne, lentement, comme si c'était l'objet le plus fragile du monde, la plaça sur la tête d'Isabelle, et le monde disparut. Cette fois, ce n'était pas une vision de 3 secondes. C'était une immersion complète, totale, absolue. Isabelle n'était plus en 2024. Elle était en 1650. Et elle n'était plus Isabelle Torres, femme de ménage. Elle était reine Isabelle de Castille, 24 ans, souveraine du royaume le plus puissant de l'Espagne coloniale. Et elle se souvenait de tout. L'odeur, Dieu, l'odeur. Encens de santal brûlant dans les couloirs du palais. Roses fraîches changeaient tous les matins. L'arôme d'épices venant des cuisines. Parfum d'ambre qu'elle utilisait. L'odeur de cuir et de métal de l'armure de Diego. Les sons, pas résonnants dans les couloirs de pierre. Le cliquetis des épées affûtées dans la cour d'entraînement. Musique de clavecin jouant pendant les dîners officiels. Le bruissement lourd des robes de soie et de velours. La voix grave de Didier donnant des ordres à la garde. Les couleurs, rouge royal de leur robe, doré de la couronne, argent de son armure, bleu profond des rideaux de velours aux fenêtres, vert des jardins vus de la tour. Tout était tellement vivant que cela semblait plus réel que la réalité même de 2024. Elle se souvint du jour où elle avait rencontré Didier Ménard. Il avait 28 ans, capitaine de la garde royale, le meilleur épéiste du royaume, froid, calculateur, loyal seulement au devoir. Il avait des cicatrices de 20 batailles, des yeux qui avaient déjà vu trop de morts, des mains calleuses à force de tenir une épée depuis l'âge de 12 ans. Ils avaient été promis en mariage arrangé. Politique, convenance, unir 2 familles puissantes, la famille royale, la sienne, la famille militaire, la sienne. Aucun des deux ne le voulait. Aucun des deux ne croyait à l'amour. Tous deux étaient résignés au devoir. La première rencontre officielle fut froide, protocolaire. Elle assise sur le trône, lui agenouillé, serment d'allégeance, promesse de mariage. Tout était mécanique, sans émotion, uniquement le devoir. Mais alors, quelque chose changea. Isabelle se souvint de la première fois où Didier la regarda vraiment. Pas comme une reine, pas comme un devoir, mais comme une femme. C'était pendant un dîner officiel. Elle discourait sur la politique quand un noble l'interrompit avec irrespect. Didier, qui montait la garde près du mur, s'avança vers le noble, posant sa main sur son épée, et dit d'une voix basse, mais terrifiante. « La prochaine personne qui interrompt la reine goûtera mon acier avant de finir sa phrase. » Le silence se fit dans la salle. Isabelle regarda Didier et vit quelque chose dans ses yeux. Protection, respect, et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais qui fit accélérer son cœur. À partir de ce jour, tout changea. Didier commença à la voir vraiment. Pas la couronne, pas le titre, mais la femme derrière. La femme qui avait peur parfois, qui pleurait seule, qui portait le poids d'un royaume entier sur ses épaules. Et Isabelle commença à le voir. Pas le soldat froid, mais l'homme. L'homme qui avait des cicatrices de 20 batailles, qui protégeait tout le monde,
mais ne laissait personne le protéger, qui cachait un cœur énorme derrière une armure d'acier. Ils tombèrent amoureux, lentement, inévitablement, irréversiblement. Et 3 mois avant l'invasion, ils se marièrent, pas politiquement, mais par amour. Amour véritable, profond, du genre qui inspire la poésie. Isabelle de 1650 se souvint du jour de son mariage. 28 mars 1650. Printemps. Le palais décoré de fleurs blanches. Elle portait une robe de soie blanche brodée de fils d'or, la couronne sur la tête, lourde. Mais ce jour-là, cela n'avait aucune importance. Didier était devant l'autel, son armure polie, l'épée à la ceinture. Mais quand elle s'avança vers lui, elle vit des larmes dans ses yeux. Pour la première fois. Le capitaine qui ne pleurait jamais. Qui pleurait? Les vœux furent traditionnels. Mais après, quand ils furent seuls dans les appartements royaux, Didier dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, et qui maintenant, 373 ans plus tard, revenait avec force. Je ne croyais pas au destin, mais alors, je t'ai rencontré. Et maintenant, je crois que mon âme t'a cherché dans chaque bataille que j'ai livrée, dans chaque blessure à laquelle j'ai survécu, parce que je devais arriver jusqu'à toi, jusqu'à ce moment. Et si je meurs demain, je mourrai heureux, parce que j'ai vécu assez longtemps pour t'aimer. Isabelle de 1650 répondit, « J'ai gouverné des royaumes, j'ai pris des décisions qui ont changé des vies, mais la seule chose qui importe vraiment, c'est que j'ai choisi de t'aimer, et je choisirai à nouveau. » Dans chaque vie, à chaque époque, ils firent l'amour cette nuit-là, pas comme un devoir royal de concevoir des héritiers, mais comme 2 âmes qui avaient enfin trouvé leur moitié. Et 3 semaines plus tard, Isabelle découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle fut célébrée dans tout le royaume. Fête, célébration, joie, parce qu'ils allaient enfin avoir un héritier, ou une héritière. Didier devint encore plus protecteur. Il ne laissait pas Isabelle seule 1 minute. Doubla la garde, tripla la sécurité. Parce que maintenant, ce n'était pas seulement elle, c'était elle et le bébé. Isabelle de 2024 sentit tout cela, sentit la main de Didier de 1650 sur son ventre, sentit l'amour, sentit la protection, sentit le bonheur pur de créer une vie ensemble. Et puis elle sentit la peur, parce qu'elle savait ce qui allait suivre. Mais alors vint la partie qu'elle ne voulait pas revoir. L'invasion. 28 juin 1650. Nuit. Un mardi. Le même qui, 374 ans plus tard, serait le mardi où il se retrouverait. Isabelle de 1650 dormait, enceinte de 3 mois. Didier était en réunion avec la garde, planifiant les itinéraires de patrouille. Sécurité accrue en raison de sa grossesse. Et alors, la cloche d'alarme, des cris, une odeur de fumée, du feu, l'invasion. Didier courut, l'épée dégainée, le cœur battant à tout rompre. Une seule pensée, protéger Isabelle et le bébé. Il arriva aux appartements royaux, trouva 12 soldats ennemis en train de monter l'escalier, entre eux et Isabelle, seulement lui. Il n'hésita pas, attaqua, le bruit du métal contre le métal, des cris, du sang, de la douleur. Il reçut un coup de couteau à l'épaule droite, continua à se battre, tua le premier soldat, puis le deuxième, le troisième, le quatrième. Isabelle se réveilla avec le bruit, sortit de la chambre, vit Didier se battre. 7 corps au sol, 5 soldats encore debout, lui saignant, mais se battant toujours. Non, reviens, protège le bébé. Didier lui cria, voix rauque, désespérée. Mais Isabelle ne revint pas. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas le laisser se battre seul. Didier en tua 3 de plus, en blessa 2. Mais il était épuisé, perdant du sang, perdant de la force. Et c'est alors que le dernier soldat, lâche, attaqua par derrière. L'épée traversa la poitrine de Didier, du côté droit, transperçant le poumon, ressortant dans le dos. Le son. Isabelle de 2024 entendit le son horrible du métal déchirant la chair, l'os se brisant,
Didier gémissant de douleur. Didier tomba, l'épée toujours dans la poitrine. Le soldat s'enfuit, les survivants s'enfuirent, le laissant mourir. Isabelle de 1650 courut, arracha la couronne de sa propre tête et la jeta au sol avec tant de force qu'elle plia l'or. Cela n'avait aucune importance. Les titres n'avaient aucune importance. Les royaumes n'avaient aucune importance. Seul lui importait. Elle prit Didier dans ses bras. Il était en train de mourir. Du sang sortant de sa bouche, tachant sa chemise, tachant la couronne au sol près d'eux, sa respiration se coupant, ses yeux perdant la concentration. Non, 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 reste avec moi, s'il te plaît, pour le bébé, pour moi, reste. Isabelle implorait, pleurait, criait. Didier leva la main, tremblant, toucha son visage, laissant du sang sur sa joue. Écoute, promets, promets que tu vas vivre. Pour le bébé, elle a besoin de toi. Isabelle secouait la tête, n'arrivait pas à parler, ne faisait que pleurer, et promets que s'il y a une autre vie, tu m'attendras, comme je te chercherai. Cela, elle réussit à le promettre, à travers ses sanglots, à travers la douleur. Je le promets, dans chaque vie. Même si cela prend 1000 ans, je t'attendrai. Didier sourit, pour la dernière fois, un sourire petit, triste, mais rempli d'amour. Je te retrouverai dans chaque vie, ma reine, mon Isabelle, mon seul amour. Et il mourut, dans ses bras, la main encore sur son visage, du sang entre eux et la promesse. Isabelle, en 1650, hurla, un cri qui résonna dans tout le palais, un cri de douleur qui, 373 ans plus tard, résonnait encore dans son âme. Elle serra son corps contre elle, pendant des heures, refusant l'aide, refusant les médecins, refusant tout le monde, seulement elle, et lui, et le bébé entre eux, la famille, qui ne serait jamais, pendant les 3 jours suivants. Isabelle ne mangea pas, ne dormit pas, ne parla pas. Elle ne faisait que regarder la couronne, tachée de son sang. Et le 3e jour, son cœur s'arrêta simplement. Les médecins dirent que c'était un cœur brisé. Mais la vérité était plus simple. Elle ne pouvait pas vivre dans un monde sans lui. Isabelle, en 2024, revint brusquement, comme en se réveillant d'un cauchemar. Mais ce n'était pas un cauchemar, c'était un souvenir. Elle était par terre. Elle ne savait pas quand elle était tombée. Elle pleurait, elle criait, revivant sa mort, revivant sa propre mort. Richard était aussi par terre, parce que quand elle a posé la couronne, il a tout vu. Pas aussi en détail, pas aussi complètement, mais il a vu. Il a vu à travers ses yeux. Il a senti à travers son cœur. Il se traîna jusqu'à Isabelle, la prit dans ses bras. Et tous les deux pleurèrent comme ils n'avaient jamais pleuré de leur vie. Parce que ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était le deuil de 373 ans. Enfin, en cours de traitement, le deuil de 2 morts, d'une vie qui avait été volée, d'un amour qui avait été détruit. Ils restèrent là, par terre, enlacés, pleurant, pendant des heures. Quand ils réussirent enfin à parler, Isabelle dit quelque chose qui changea tout. Je t'ai perdu. En 1650, je t'ai perdu. Et je n'ai pas pu vivre sans toi. Je suis morte de tristesse. Et toi? Elle toucha son visage. Tu as promis de me retrouver dans chaque vie. Et tu as tenu ta promesse. 373 ans plus tard, tu as tenu ta promesse. Richard l'embrassa avec désespoir, avec soulagement, avec l'amour de 2 vies. Et tu as promis de m'attendre, même si ça prenait 1000 ans. Et tu as aussi tenu ta promesse. Ils restèrent ainsi, jusqu'à l'aube, traitant, acceptant, guérissant. Mais alors, quelque chose d'étrange arriva, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'attendait. Isabelle commença à parler, mais pas en français, en espagnol, mais pas l'espagnol moderne, l'espagnol ancien,
un dialecte de 1650, des mots qui n'existent plus, des constructions grammaticales qui ont disparu depuis des siècles. Et elle ne s'en rendait même pas compte. Les mots sortaient naturellement, couramment, comme si c'était sa langue maternelle. Richard resta figé. Il avait étudié l'histoire. Il reconnut le dialecte, le castillan du XVIIe siècle, impossible à connaître, sans étudier pendant des décennies. Et Isabelle n'avait jamais étudié. Jamais. Isabelle, tu parles espagnol ancien. Elle s'arrêta, confuse. Je parle espagnol ancien? Oui. Du castillan de 1650. Comment? Comment sais-tu ça? Je ne sais pas. C'est juste. C'est sorti. C'est comme si je l'avais toujours su. Comme si c'était naturel. Et c'était exactement ça. Parce qu'elle l'avait toujours su. Son âme se souvenait. Et maintenant que la mémoire consciente était revenue, la langue était revenue avec. Richard enregistra. Il prit son téléphone et enregistra Isabelle en train de parler. Puis, il envoya l'audio à un professeur de linguistique historique, à l'université, un spécialiste de l'espagnol ancien. La réponse arriva en 20 minutes. Richard, où as-tu trouvé ça? C'est du castillan pur du XVIIe siècle, le dialecte de la cour de Castille. Spécifiquement, seule une personne qui a vécu là-bas connaîtrait ces nuances. Qui est cette femme? Où a-t-elle appris? Je paierai n'importe quelle somme pour l'interviewer. Richard ne répondit pas, parce que, comment expliquer que la femme en question a appris parce qu'elle a vécu là-bas, en 1650, dans une autre vie? Certaines personnes vont faire une pause ici. Ils vont traiter l'impossible qu'ils viennent d'entendre. Et c'est bien, parce que ce que Richard et Isabelle ont découvert ne devrait pas être possible. Mais ça l'est. Dans les jours suivants, d'autres choses revinrent, des souvenirs, des compétences, des connaissances. Isabelle savait jouer du clavecin, un instrument qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Mais quand Richard acheta un clavecin ancien et le plaça dans l'hôtel particulier, elle s'assit et joua parfaitement des musiques de 1650, des compositions qui n'existent que dans des manuscrits anciens. Elle savait broder des motifs de la cour de Castille, connaissait des protocoles royaux, que seuls des historiens spécialisés connaissaient le nom des 47 nobles de la cour de 1650. Chaque souvenir qui revenait était une preuve, une validation, une confirmation que oui, la réincarnation était réelle et qu'ils en étaient la preuve. Mais avec les bons souvenirs vinrent les mauvais aussi. Isabelle commença à faire des cauchemars, toutes les nuits. Elle voyait Diego mourir, elle voyait le sang, elle voyait l'épée traverser sa poitrine. Elle se réveillait en criant, en pleurant, vérifiant si Richard était vivant. Et Richard commença à avoir des flashbacks pendant la journée, sans raison. Il voyait l'invasion, il sentait la douleur de l'épée, il sentait la sensation de mourir, de laisser Isabelle seule. Il revivait le trauma, le TSPT de 373 ans. Et c'était horrible. C'est alors que Richard prit une décision radicale. Il vendit la couronne. Non, il la donna au Musée national avec une condition, qu'elle soit exposée à côté de leur portrait de 1649, pour que les gens voient, pour que les gens sachent que la reine Isabelle de Castille a vraiment existé et que sa couronne est enfin rentrée chez elle. Quand Isabelle le sut, elle pleura, mais pas de tristesse, de soulagement. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu n'en as plus besoin. Tu n'as pas besoin d'une couronne de 1650 pour être reine. Tu l'es déjà. Et je n'ai pas besoin d'objets anciens pour te retrouver. Je t'ai déjà trouvé, il y a 373 ans, et de nouveau maintenant, et je te retrouverai, dans chaque vie à venir. Isabelle le serra dans ses bras, et pour la première fois, depuis que la mémoire complète était revenue, elle sentit la paix. Les cauchemars diminuèrent, les flashbacks s'arrêtèrent, parce qu'ils n'avaient plus besoin de porter le trauma. Ils pouvaient laisser aller. Laisser 1650,
reposer en paix et vivre 2024 complètement. Mais la société n'était pas prête à accepter. La famille de Richard fut furieuse quand elle découvrit, pas à propos de la réincarnation, il n'y croyait pas, mais à propos d'Isabelle. Tu sors avec une femme de ménage, une mère célibataire, tu as perdu la tête. Richard affronta tout le monde lors d'un dîner de famille, devant 30 personnes, de la haute société. Elle n'est pas une femme de ménage, elle a été une reine, elle est une reine, et je suis mort pour elle, il y a 373 ans, et je mourrai de nouveau aujourd'hui. Alors si vous ne pouvez pas l'accepter, c'est votre problème, pas le mien. Silence total. Sa mère tenta d'argumenter, tenta d'être rationnelle, tenta de lui faire voir qu'il était ridicule. Mais Richard se leva simplement, sortit, et ne revint jamais. Il choisit Isabelle, au-dessus de sa famille, au-dessus de la société, au-dessus de tout. Et Isabelle vit. Elle vit l'homme qu'elle avait aimé en 1650, faire le même choix en 2024, la protéger, la prioriser, l'aimer au-dessus de tout. Et elle tomba à genoux, pas de choc, mais de gratitude, d'amour, de finalement comprendre que, cette fois, ils avaient gagné. Cette fois, personne n'allait les séparer. Richard s'agenouilla devant elle, là, sur le parking du restaurant, devant sa famille, qui regardait par la fenêtre avec mépris. En 1650, j'étais ton chevalier, ton protecteur, mon amour. Je suis mort en te protégeant, et j'ai échoué, car tu es morte 3 jours après moi, de chagrin. Mais cette fois, je ne vais pas échouer. Cette fois, je vais te protéger, je vais t'aimer, et je vais garantir que tu ne ressentes plus jamais la douleur que tu as ressentie dans cette vie. Isabelle pleurait, et en 1650, ça j'étais ta reine. Tu t'agenouillais devant moi. Mais aujourd'hui, Karen, en 2024, nous sommes égaux. Il n'y a pas de couronne, il n'y a pas d'armure, il n'y a que nous, 2 âmes qui se sont retrouvées. Et cette fois, nous allons vivre la vie qui nous a été volée. Ils s'embrassèrent. Et si vous n'avez pas ressenti de frisson maintenant, revenez en arrière et relisez, car ce qui vient de se passer, c'est la rupture finale, l'acceptation finale, la guérison finale. Mais il manquait encore une chose, une dernière révélation, une que ni l'un ni l'autre n'attendait. Et elle est venue à travers Sophie, la fille de 4 ans d'Isabelle. 2 semaines après tout ça, Isabelle était à l'hôtel particulier de Richard. Elle et Sophie avaient emménagé là-bas, non pas comme femme de ménage, mais comme famille. Sophie explorait l'hôtel particulier avec la curiosité d'un enfant, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose dans le bureau de Richard. Un livre ancien, les chroniques de la cour de Castille de 1645 à 1650. Elle ne savait pas encore lire, mais elle ouvrit le livre à une page spécifique, la page 312, et l'apporta à Isabelle. « Maman, c'est toi. » Isabelle regarda et se figea. C'était une illustration, un dessin au fusain, daté de mars 1650, 3 mois avant l'invasion. Elle montrait la reine Isabelle de Castille, enceinte, avec la main sur son ventre, et à côté d'elle, le capitaine Diego Mendoza, avec sa main sur la sienne, tous les deux souriants. La légende disait « La reine Isabelle de Castille et le capitaine Diego Mendoza attendent la naissance de l'héritière royale, prévue pour septembre 1650. » Isabelle arrêta de respirer, parce qu'elle n'avait jamais vu cette image. Elle ne l'avait jamais su. Mais maintenant, ça faisait sens. Elle est morte en juin 1650, enceinte de 3 mois. Le bébé n'est jamais né. Il est mort avec elle. Richard vit l'image, lut la légende et comprit. Il regarda Sophie, 4 ans, le même âge que le bébé de 1650 aurait eu s'il avait survécu, et était né en septembre 1650. Et il se souvint. Isabelle de 2024 est tombée enceinte de Sophie en 2020, il y a 4 ans. Et Sophie est née en septembre. Septembre. Le même mois que le bébé de 1650 aurait dû naître. Isabelle commença à pleurer.
Parce qu'elle comprit. Elle comprit finalement. Sophie n'était pas seulement sa fille de cette vie. Elle était le bébé qu'elle avait perdu en 1650, le bébé qui n'a jamais eu la chance de naître, le bébé qui est mort avec elle le 3e jour après la mort de Diego, réincarné, de retour, lui donnant une 2e chance d'être mère, une 2e chance d'avoir la famille qui lui a été volée il y a 373 ans. Et soudain, tout faisait sens. Pourquoi Isabelle a toujours senti que Sophie était spéciale? Pourquoi? Même dans les pires difficultés, quand elle n'avait pas d'argent pour la nourriture, quand elle dormait par terre, quand le père de Sophie les a abandonnés, elle n'a jamais abandonné, parce que quelque part au fond de son âme, elle le savait. Elle savait que Sophie était la 2e chance, la promesse accomplie. Pourquoi? Quand Richard a vu Sophie pour la première fois, il a ressenti une connexion immédiate, une volonté de protéger, de prendre soin, comme si elle était sienne, parce qu'elle l'était en 1650. Et maintenant, en 2024, de nouveau, Richard s'agenouilla devant Sophie, la petite fille de 4 ans qu'il avait commencé à aimer comme sa fille, et qu'il découvrait maintenant qu'elle avait toujours été sa fille, dans une autre vie, dans un autre temps, la fille qu'il n'a jamais connue parce qu'il est mort en défendant sa mère avant sa naissance. Sophie, puis-je te poser une question? Oui. As-tu déjà eu des rêves avec des châteaux, avec des gens en armure? Sophie le regarda, avec ces yeux profonds que les enfants ont parfois, des yeux qui semblent savoir plus qu'ils ne devraient. Je rêve que tu me protèges, toujours, et que maman chante pour moi, dans une langue étrange, et nous sommes tous heureux, mais ensuite, tout devient sombre, et je suis triste. Mais maintenant, je ne suis plus triste, parce que je vous ai retrouvé. Isabelle et Richard se regardèrent et pleurèrent, parce qu'il n'y avait plus de doute. Sophie était le bébé de 1650, rené, revenant vers eux, complétant la famille qui a été brisée il y a 373 ans. Et cette fois, personne n'allait les détruire. Cette fois, ils allaient avoir la vie qu'ils méritaient. 1 mois plus tard, Richard et Isabelle se marièrent, pas dans une église, pas dans une salle des fêtes, mais au musée national, devant leur portrait de 1649, avec Sophie comme demoiselle d'honneur, et avec la couronne de 1650 dans une vitrine à côté, témoignant. Seulement 10 personnes ont assisté. Matthieu, l'antiquaire qui a vendu la couronne, le professeur de linguistique qui a confirmé l'espagnol ancien, quelques amis proches, et la voisine d'Isabelle qui s'occupait de Sophie. Il n'y avait pas la famille de Richard. Ils n'ont pas accepté, et tout allait bien, parce que sa vraie famille était là. Isabelle, Sophie, et 373 ans d'histoire. Le juge, qui ne savait rien de la réincarnation, lut les vœux traditionnels, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Richard interrompit. Non, pas même la mort. On a déjà essayé. Ça n'a pas marché. Pas même la mort ne nous sépare. Le juge fut confus, mais Isabelle sourit et compléta. Ni la mort, ni 373 ans, ni 1000 vies. Rien ne nous sépare. Ils s'embrassèrent. Et si vous vous êtes déjà demandé s'il existe une vie après la mort, si la réincarnation existe, si les âmes sœurs sont réelles, voici votre réponse. Regardez Richard, Isabelle et Sophie. Regardez 373 ans transformés en une 2e chance. Et croyez-y, cette histoire ne devrait pas exister. Elle ne devrait pas être possible. Mais elle doit être racontée, parce que quelque part, quelqu'un attend une âme qu'il a perdue. Et il doit savoir que l'impossible peut arriver. Dans les mois suivants, des choses étranges ont continué à se produire, bonnes, surnaturelles, impossibles. Isabelle commença à avoir des souvenirs d'autres vies aussi, pas seulement de 1650, mais d'autres. Elle se souvint d'une vie en 1200, une autre en 800, toujours à chercher, toujours à attendre, ne trouvant jamais, jusqu'en 2024, jusqu'à ce mardi pluvieux d'octobre, jusqu'à ce que Richard ouvre la porte et que sa recherche de 1224 ans se termine enfin. Richard se souvint aussi de vies où il a cherché,
où il sentait qu'il manquait quelque chose, où il a collectionné des objets anciens comme substitut à la personne qu'il n'arrivait pas à trouver, jusqu'à ce qu'il trouve la couronne, jusqu'à ce qu'elle franchisse sa porte, jusqu'à ce que 373 ans de recherche se terminent en 3 secondes de reconnaissance. Et Sophie a grandi en le sachant que la famille n'est pas seulement de cette vie, en sachant que l'amour transcende le temps, en sachant qu'elle a été tellement aimée que ses parents l'ont cherchée à travers les siècles pour la récupérer. 3 ans après le mariage, en 2027, un autre enfant est né, un garçon, que Richard et Isabelle ont appelé Diego, en hommage au capitaine de 1650, en hommage à l'homme que Richard était, et qui, d'une certaine manière, l'est toujours. Et quand Diego est né, il avait une marque de naissance, sur l'épaule droite, en forme de demi-lune, exactement là où Diego de 1650 a reçu le coup de poignard. Exactement là où Richard, en 2024, porte une cicatrice. Et Isabelle le sut. Les âmes ne meurent pas. Elles reviennent. Elles se rencontrent. Elles se reconnaissent à travers les siècles, à travers les morts, à travers les vies. En 2030, 6 ans après ce mardi pluvieux d'octobre 2024, le Musée national organisa une exposition spéciale. Couronne royale de 1650, le voyage de retour à la maison. On raconta l'histoire. Comment la couronne fut découverte, comment elle fut authentifiée, comment elle passa entre les mains de dizaines de collectionneurs, et comment, finalement, elle revint là où elle appartenait, aux côtés du portrait de la reine Isabelle de Castille. Mais ce qu'ils ne racontèrent pas, ce qu'ils ignoraient, c'était la partie impossible, que la véritable reine était également revenue à la maison, renée, réincarnée, réunie avec l'homme qui promit de la retrouver dans chaque vie. Richard, Isabelle et Sophie visitèrent l'exposition et restèrent là, à contempler la couronne, le portrait. 373 ans d'histoire figée dans l'huile sur toile et l'or antique, et Isabelle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Un aboutissement, une paix complète, parce que la jeune fille morte le cœur brisé en 1650 reposait enfin, parce que la femme de 2024 était vivante, était aimée, était entière. Maman, pourquoi pleures-tu? Demanda Sophie. Parce que je suis heureuse, ma fille. Parce qu'après 373 ans, je suis enfin heureuse. Richard lui prit la main et murmura quelque chose que seule elle entendit. Je t'ai retrouvée, comme je l'avais promis, et je ne te laisserai plus jamais partir. Et elle répondit, et je t'ai attendu, comme je l'avais promis, et je ne te laisserai plus jamais partir. Ils quittèrent le musée, main dans la main, avec Sophie entre eux, une famille, pas seulement de cette vie, mais de beaucoup d'autres. Et si vous vous demandez quoi faire de cette histoire, si vous devez y croire, si la réincarnation est réelle, demandez-le à votre cœur. Avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous veniez de rencontrer? Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable? Avez-vous déjà perdu quelqu'un et senti que vous alliez le retrouver? Alors vous comprenez, vous savez, parce que certaines connexions ne respectent pas le temps. Certaines promesses traversent les siècles, et certaines âmes sont destinées à se rencontrer, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'elles vivent enfin la vie qu'elles méritent. Voici l'histoire de Richard et Isabelle, du capitaine Diego Mendoza et de la reine Isabelle de Castille, de 373 ans, de 2 morts, d'une promesse, et d'un amour que même 1000 vies ne sauraient éteindre. Et si vous connaissez quelqu'un qui attend son âme sœur, qui recherche une connexion qui semble impossible, partagez cette histoire, parce que l'impossible arrive, chaque jour, les mardis pluvieux d'octobre, quand d'anciennes couronnes reconnaissent leur reine, et quand des chevaliers accomplissent enfin des promesses séculaires. Certaines personnes regarderont ça et penseront que c'est juste une belle histoire, mais d'autres sauront, reconnaîtront, sentiront que c'est plus que de la fiction. C'est une validation, c'est de l'espoir. C'est la preuve que l'amour est plus fort que la mort, plus fort que le temps, plus fort que tout. Richard et Isabelle vivent encore aujourd'hui, quelque part, avec Sophie, avec Diego,
avec le souvenir de 1650 et avec la gratitude de 2024. Parce qu'ils ont ce que beaucoup cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. L'autre moitié de leur âme, l'amour qui transcende les vies, la certitude que, peu importe combien de fois ils mourront, ils se retrouveront. Et vous, quelle histoire de connexion impossible n'avez-vous jamais racontée? Quelle personne avez-vous l'impression de connaître depuis plus longtemps que vous ne la connaissez réellement? Laissez un commentaire, parce que peut-être, juste peut-être, vous êtes aussi une âme qui s'est retrouvée et qui ne l'a pas encore réalisée. Et souvenez-vous, certaines promesses mettent 373 ans à être tenues, mais elles le sont toujours, toujours, parce que le véritable amour ne meurt pas. Il attend juste, à travers les siècles, à travers les vies, jusqu'à ce que deux âmes disent enfin « Je t'ai retrouvé », de nouveau, et cette fois, pour toujours.